Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Olivier Wanek et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce nouveau webinaire ADECO ayant pour thème les étudiants. Alors, je voulais tout d'abord vous informer que ce webinaire va être enregistré, que vous pourrez avoir une copie soit de l'enregistrement, soit de la présentation sur simple demande auprès de votre agence ADECO. Que vos micros vont être coupés durant toute la présentation, mais à la fin de celle-ci, vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions via trois axes, soit via le chat, soit en prenant la parole, ou, et c'est ce que l'on privilégie, en envoyant un mail avec votre question à votre agence ADECO, afin que notre département légal puisse y répondre le plus précisément possible. Alors, qu'allons-nous aborder comme thème au niveau des étudiants? J'en pointe 6. Tout d'abord, on va parler de qui peut conclure un contrat étudiant. On va aborder l'axe de l'aspect fiscal et social du contrat d'étudiant. On va parler bien évidemment des règles en matière de temps de travail et des conditions spécifiques qui sont liées au niveau du salaire. Pour terminer par deux chapitres importants sur la protection des jeunes travailleurs et des mesures relatives au bien-être. Commençons tout d'abord par la notion du contrat d'étudiant. Alors, le contrat d'étudiant, c'est un contrat de travail qui est conclu entre un étudiant d'un côté et l'employeur, par lequel l'étudiant s'engage à effectuer sous l'autorité de l'employeur des prestations de travail contre une rémunération. On peut considérer que le contrat de travail étudiant est un contrat ordinaire, ouvrier ou employé, mais qui est réellement presté par un étudiant. Il faut noter qu'il y a des conditions supplémentaires qui doivent être respectées pour le contrat étudiant. En effet, les dispositions de la loi visent à fournir à l'étudiant qui n'a pas encore d'expérience sur le marché du travail un maximum d'informations afin qu'il exerce son travail en tout état de cause. Ces dispositions visent à protéger donc l'étudiant qui va être confronté occasionnellement au marché de l'emploi et qui n'a pas encore véritablement d'expérience sur ce marché. Pour répondre à la question de qui peut travailler en tant qu'étudiant. En fait, il n'y a pas de définition de la loi par rapport à la notion d'étudiant, et c'est vraiment un sens au sens large du terme. Ce concept, doit être interprété sur base de deux axes. Tout d'abord, il vise en effet toutes les personnes qui sont étudiantes à titre principal dans un enseignement secondaire, alors enseignement qu'il soit général, qu'il soit technique, qu'il soit artistique ou professionnel, un enseignement supérieur, universitaires ou tout simplement des étudiants qui préparent un jury central. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la loi vise uniquement ce que l'on appelle les étudiants travailleurs, c'est-à-dire des personnes pour lesquelles étudier est l'activité principale et travailler ne revêt qu'un caractère accessoire. C'est donc au cas par cas et selon les circonstances qu'il convient d'apprécier si la personne rentre dans le champ d'application pour le contrat d'étudiant. À titre d'exemple, des travailleurs ou des demandeurs d'emploi qui suivent une formation ou des études ne peuvent pas être considérés comme ayant le statut étudiant au sens de la loi, car ils ne sont pas étudiants à titre principal. Donc cette notion est quand même excessivement importante. Alors, si on aborde les conditions du statut étudiant, le contrat étudiant ne peut être conclu que par des jeunes qui sont âgés de 15 ans ou plus, à condition qu'ils ne soient plus dans ce que l'on appelle l'obligation scolaire à temps plein. C'est-à-dire que la loi exclut bien évidemment de faire travailler des enfants, et cette obligation scolaire, elle commence à partir de l'âge de 5 ans, et elle prend fin le 30 juin de l'année calendrier, au cours de laquelle le jeune a atteint l'âge de 18 ans. Cette obligation scolaire, elle se compose de deux parties. Il y a l'obligation scolaire à temps plein et ensuite l'obligation scolaire à temps partiel. Alors, en ce qui concerne l'obligation scolaire à temps plein, elle se termine dès que le jeune a suivi au moins
les 2 premières années de l'enseignement. Donc, c'est-à-dire suivre les 2 premières années, pas forcément réussir. Mais dans tous les cas de figure, cette obligation se termine en tout état de cause dès que le jeune a atteint l'âge de 16 ans. Alors, à partir de ce moment, le jeune, donc à partir de 16 ans, il n'est plus obligé de suivre l'enseignement à temps plein. Il est en effet soumis maintenant à ce que l'on appelle l'obligation scolaire à temps partiel, qui, lui, prendra fin à partir du moment où le jeune aura atteint l'âge de 18 ans. Donc, si on veut vraiment résumer, qui peut exercer un job d'étudiant, c'est très simple, c'est d'avoir minimum 15 ans, avoir donc suivi ces 2 premières années de l'enseignement, suivi pas forcément réussi, donc c'est-à-dire qui n'est plus soumis à l'obligation à temps plein, et dans tous les cas de figure, à partir de 16 ans. Il y a bien évidemment à cette règle des exceptions. Elles sont au nombre de 3. Alors évidemment, ce sont des cas très spécifiques que l'on va passer ensemble en revue. Tout d'abord, il y a des étudiants qui ont été liés sans interruption depuis plus de 12 mois par un contrat de travail auprès du même employeur. Des étudiants qui sont inscrits par exemple dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit, et des étudiants qui, à titre de stage non rémunéré ou des travaux faisant partie d'un programme d'études. Donc des étudiants qui accomplissent un stage ou des travaux faisant partie de son programme d'études. Alors ces étudiants peuvent être liés par un contrat de travail, mais il doit s'agir alors d'un contrat de travail ordinaire. Abordons maintenant le point des étudiants qui sortent de l'école. Alors, il va y avoir 4 points de figure qui peuvent avoir lieu. Tout d'abord, si l'étudiant interrompt ses études pendant l'année scolaire. À ce moment-là, il y a une perte des avantages du statut étudiant. Dans le cas où il y a une remise de diplôme qui s'effectue entre juin, juillet, août ou septembre, l'étudiant garde son avantage, son statut étudiant, jusqu'au 30 septembre. Par contre, s'il obtient son diplôme en janvier, il y a 2 cas de figure qui s'offrent à nous. Soit il obtient son diplôme au mois de janvier, il a l'intention de poursuivre ses études au mois de septembre, alors à ce moment-là, on maintient le statut d'étudiant jusqu'au début du nouveau programme d'études. Et par contre, s'il obtient son diplôme en janvier et qu'il n'a pas l'intention de continuer, de poursuivre ses études en septembre, alors là, il perd ses avantages, son statut étudiant. À la question qui peut travailler en Belgique en étant étudiant étranger, il y a 2 grands axes. Il y a tout d'abord les étudiants qui sont originaires de l'espace économique européen et les étudiants qui ne sont pas originaires de l'espace économique européen. Pour la première catégorie, donc ceux qui font partie de l'espace économique européen, c'est que les étudiants étrangers, donc venant de cet espace, ou venant de la Suisse également, ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les étudiants belges. Et donc, ils peuvent travailler simplement en Belgique pendant toute l'année aux mêmes conditions que les étudiants belges. Donc, ils ne sont pas obligés de suivre un enseignement en Belgique. Par contre, pour la deuxième catégorie, pour les étudiants qui ne sont pas originaires de l'espace économique européen, ils doivent suivre des études en Belgique, donc un enseignement de plein exercice. Ça, c'est une obligation. Alors, il y a par après 3 cas de figure. S'ils sont en possession d'un titre de séjour avec la mention spécifique marché de travail illimité, dans ce cas de figure, l'étudiant bénéficie des mêmes droits et obligations que les étudiants belges. S'il est noté sur son titre de séjour marché de travail limité, alors l'étudiant peut travailler maximum 20 heures semaine pendant l'année scolaire. Par contre, pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de limite. Et finalement, s'il est noté marché de travail non, dans ce cas-là, l'étudiant est en incapacité de travailler. Alors, abordons maintenant le contrat soumis à l'ONSS. Donc, durant une période donnée, l'étudiant et l'employeur sont soumis uniquement à ce que l'on appelle la cotisation de solidarité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à l'ONSS. Par heure de travail, on entend principalement les heures de travail effectives,
C'est-à-dire que l'étudiant peut répartir tout simplement ses heures de travail pendant les vacances estivales ou pendant l'année, à condition de respecter une condition, c'est le fameux contingent des 600 heures d'année civile qui s'étend donc de janvier à décembre. Pendant ces 600 heures, l'étudiant et son employeur ne paieront pas donc de cotisation paieront simplement une cotisation de solidarité, mais ne seront pas donc soumis à l'ONSS. Alors, dans ce cas de figure, seules les heures effectivement travaillées seront déduites du contingent, donc c'est-à-dire que des heures non prestées, comme par exemple les jours fériés ou les congés maladie, ne doivent pas être incluses dans ce contingent. Et il est à noter aussi que chaque heure commencée compte pour une heure complète pour le quota. J'ai fait un petit schéma pour bien visualiser l'avantage de mettre au travail un étudiant non soumis à l'ONSS. En fait, si on regarde la cotisation de solidarité par rapport aux cotisations sociales ordinaires, on voit qu'il y a un énorme avantage, tant pour l'employeur que pour l'étudiant, de travailler sous statut étudiant. À gauche, vous avez le montant de la cotisation de solidarité. Donc, c'est-à-dire que quand un étudiant est mis sous statut étudiant non soumis à l'ONSS, lui, il doit payer une cotisation de solidarité de 2,71%. Il y a 5,42% pour l'employeur. Donc, au total, il y a une taxation de 8,13%. Par contre, dans l'autre cas de figure, où évidemment il y a des cotisations sociales ordinaires, il y a bien évidemment 13,07 pour l'étudiant, donc l'ONSS, 25% pour l'employeur, ce qui fait une taxation qui est beaucoup moins avantageuse, tant pour l'étudiant et que pour l'employeur. Donc, si on schématise vraiment, pour vraiment bien mesurer l'impact et le gain que peut avoir un étudiant, on dit souvent que travailler sous statut étudiant, le brut est égal au net. La démonstration est ici, c'est-à-dire que si un étudiant travaille dans son contingent d'heures de 600 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre, pour un salaire brut de 2 000 €, il y a une contribution de l'employeur de 108,40. Pour le travailleur, donc pour l'étudiant, il y a une cotisation donc de solidarité de 2,71%, ce qui vaut que pour un salaire de 2 000 €, il doit payer simplement 54 €. Donc en net, en poche, pour un salaire de 2 000 €, il obtient un salaire net de 1 945. Bien évidemment, il doit respecter des conditions, et ça, on l'a vu déjà tout à l'heure, donc avoir ce statut d'étudiant, de conclure un contrat étudiant dans les délais et ne pas dépasser son contingent de 600 heures. Si on regarde maintenant, si on n'obtient pas cet avantage, donc par exemple un étudiant qui veut travailler au-delà de son quota des 600 heures, bien évidemment, le salaire net est complètement différent. Parce que là, il y a des contributions sociales qui sont d'environ 38,07%, qui sont distinguées en 25% pour l'employeur. Donc sur un salaire, par exemple, de 2 000 €, l'employeur va contribuer pour 500 €. L'employé, lui, pour son salaire de 2 000 €, va avoir une cotisation de solidarité qui ne sera plus réduite, mais qui sera à 13,07%, donc c'est-à-dire, dans le cas de figure qui nous occupe, 261,40. Et on doit ajouter, bien évidemment, le précompte professionnel. Si on applique le précompte professionnel supérieur, donc c'est-à-dire 25%, on doit encore déduire de son salaire 434 €, ce qui veut dire qu'avec un salaire de 2 000 € brut, l'étudiant ne va percevoir qu'un salaire réduit de 1 300 €. Donc, ce qui fait une différence très, très importante de plus de 600 € et donc qui est véritablement un avantage de travailler sous statut étudiant, tant pour l'employé que pour l'employeur. Si on fait un schéma récapitulatif, mais je pense que vous l'avez bien compris, un étudiant soumis aux cotisations sociales ordinaires, il y a une retenue supplémentaire du précompte professionnel. Un étudiant soumis à la contribution de solidarité, donc sous statut non soumis, il n'y a pas de retenue de précompte professionnel. Abordons maintenant un point important sur les conditions du contrat de travail. En fait, le contrat d'occupation d'étudiant doit toujours être conclu pour une durée déterminée. Il doit se faire par écrit et en 2 exemplaires, pour l'employeur et pour l'étudiant. Alors, il doit être conclu
individuellement, et ce qui est très très important, c'est qu'il doit être signé avant la mise au travail. Ça, c'est excessivement important. Alors, si l'étudiant a moins de 18 ans, il peut conclure et résilier seul son contrat, de même qu'il peut percevoir seul son salaire, sauf s'il y a une opposition de la part du tuteur ou des parents. La différence avec le contrat étudiant, c'est que ce contrat doit comporter certaines mentions obligatoires. Si ces mentions obligatoires ne sont pas sur le contrat, il y a des sanctions qui sont prévues. Alors, dans la présentation, je vous ai mis un lien hyperlink qui permet de bien détailler quelles sont les mentions obligatoires qui sont nécessaires sur le contrat de travail, l'identité, le lieu de travail, la date de début, etc., et quelles sont les sanctions qui sont prévues si, par exemple, le contrat n'est pas écrit ou il manque justement ces mentions obligatoires. Donc, ça sera dans la présentation et vous pourrez prendre tous les détails nécessaires par rapport à ça. Alors, le plus important qui nous occupe, c'est l'occupation par un bureau d'intérim, plus précisément par ADECO. C'est-à-dire qu'un étudiant, bien évidemment, peut être occupé en qualité de travailleur intérimaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la société d'intérim est l'employeur qui met à disposition pour une société utilisatrice un étudiant. Donc, dans ce cas spécifique, il y a deux règles, il y a deux statuts. Il y a le statut étudiant d'un côté et il y a le statut intérimaire de l'autre. On doit juste vérifier que le travail intérimaire est autorisé dans cette commission paritaire. Si c'est le cas, il n'y a aucun souci. Alors l'avantage de faire appel à une société d'intérim, c'est bien évidemment que les charges administratives sont excessivement lourdes. Toutes les charges administratives sont prises en charge par la société intérim. Donc toutes les obligations contractuelles de type le paiement, le salaire, les fiches postes de travail, les vérifications des salaires barémiques, etc., sont effectuées par l'agence intérim. Là, en fait, l'utilisateur est simplement responsable du respect des règles en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail et du respect de la réglementation du travail. Quelques formalités qui sont importantes à dire, c'est que les documents doivent toujours être conservés à l'endroit où l'étudiant est employé. On entend quoi comme document? On entend surtout le contrat de travail. En cas d'inspection, l'étudiant doit prouver qu'il est bien sous contrat de travail étudiant pour l'employeur qui l'occupe. Alors, en cas de contrôle, par exemple, dans le cas de l'intérim, l'étudiant peut prouver avec la nouvelle technologie via son téléphone qu'il est bien sous contrat d'intérim. Bien évidemment, il y a une notion très importante, c'est que la déclaration immédiate à l'ONSS, la fameuse DIMONA, doit être faite bien évidemment au préalable. L'employeur doit souscrire une assurance accident de travail. L'employeur doit en outre de déclarer la DIMONA, mais en plus faire une déclaration trimestrielle, la fameuse DMFA. Et bien évidemment, on doit aussi s'occuper de tout ce qui est documents sociaux, à savoir compte individuel, fiche de paye, etc. Donc il y a quand même pas mal de formalités à compléter. Dans le cas d'une rupture de contrat de travail, alors comment ça se passe? En fait, le contrat de travail étudiant prend fin automatiquement à la date convenue dans le contrat, sans qu'aucune forme de résiliation ne soit requise. Par contre, on peut effectuer ce que l'on appelle une résiliation anticipée, sans préavis, sans indemnité. Le cas de figure, c'est une faute grave, un accord mutuel ou tout simplement durant une période d'essai. La période d'essai, pour rappel, c'est 3 jours. Alors, on peut rentrer dans le cas de figure où il y a une résiliation anticipée moyennant un préavis ou une indemnité. Alors, le plus simple, c'est de regarder dans l'exemple qui nous occupe dans la présentation. En fait, la durée de résiliation varie en fonction de la durée du contrat et de celui qui a pris l'initiative de la résiliation du contrat. Donc, je m'explique. Supposons que nous avons une durée de contrat qui soit maximum de 1 mois, que la résiliation soit faite par l'employeur. On doit simplement 3 jours. Si c'est fait par la résiliation par l'étudiant, c'est 1 jour. Dans le cadre d'une durée de contrat qui est supérieure à 1 mois, que la résiliation est du chef de l'employeur, c'est 7 jours d'indemnité. Par contre, si c'est dans le cas d'un étudiant, c'est 3 jours. Donc il est à noter que
Deux remarques par rapport à ça, que le délai de préavis est toujours calculé en tenant compte de l'ancienneté, ça c'est un point excessivement important, que le délai de préavis commence toujours le lundi qui suit la semaine au cours de laquelle le délai de préavis a été donné. En cas d'incapacité de travail, donc ça c'est un cas un peu plus spécifique, pour cause par exemple de maladie ou d'accident, l'employeur peut résilier le contrat de travail si cette incapacité dure plus de 7 jours. Alors, au niveau des dispositions relatives au temps de travail. Alors, on va distinguer pas mal de points par rapport à ça. Au niveau de la durée du temps de travail, pour les jeunes, ça ne peut dépasser, la règle est très simple, 8 heures par jour et 40 heures semaine. Alors, à partir du 1er janvier 2003, il y a eu une modification par rapport à ça. Il y a eu cette notion des 38 heures par semaine effective ou en moyenne sur une période de référence déterminée sans que la limite des 40 heures soit dépassée. Donc, c'est 8 heures par jour, 40 heures ou 38 heures par semaine. Il y a un arrêté royal pris sur l'avis de l'organe paritaire qui a fixé une limite un petit peu différente, une limite de 10 heures journalières ou 50 heures par semaine, dans des cas bien spécifiques, dans des cas que l'on appelle de force majeure. Alors, il y a 3 cas de force majeure. Dans le cas où le travail est exigé par une nécessité qui est imprévue, que le travail soit fait pour faire face à un accident survenu ou imminent, ou que le travail soit urgent à effectuer sur une machine, par exemple, pour autant, bien évidemment, que cela soit indispensable. Donc ça, ce sont les 3 cas de force majeure pour un accident survenu ou imminent, pour une nécessité imprévue ou sur un travail urgent à effectuer sur une machine. Ça, ce sont les 3 cas de force majeure. Alors, si on regarde l'angle de vue pour les moins de 18 ans et les plus de 18 ans en termes de durée de travail. En fait, la durée de travail correspond au temps pendant lequel le jeune salarié est à la disposition d'un ou plusieurs employeurs. Donc, par exemple, ça c'est important, pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, le temps qu'ils consacrent à suivre, par exemple, un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue, est compté comme temps de travail. En clair, on prend la durée de l'enseignement plus la durée de prestation et ça ne peut pas excéder la limite de 40 heures ou 38 heures. Donc, on va reprendre l'exemple qui est très simple. Un jeune salarié ayant effectué 38 heures de formation, qu'elle soit théorique ou pratique, ou un stage dans le cadre d'une formation en alternance, ne pourra travailler au maximum que 2 heures cette semaine-là. Pour les plus de 18 ans, c'est un petit peu plus souple, évidemment. Et la notion de durée de temps de travail, elle correspond à quoi? C'est tout simplement le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur. En fait, on constatera que la législation est nettement plus souple pour les plus de 18 ans et plus contraignante pour les moins de 18 ans. Alors, les limites journalières, c'est très simple. C'est pour les moins de 18 ans, il faut minimum 3 heures, maximum 8 heures par jour, heures de travail par jour. Pour les plus de 18 ans, c'est la même limite minimum, 3 heures. Par contre, au niveau maximum, c'est 9 heures. Alors, il existe des exceptions. L'exception, c'est la commission paritaire de l'audiovisuel, la 227. Mais dans ce cas-là, c'est uniquement en cas de force majeure, où on peut élargir ce temps de travail. Alors, la durée hebdomadaire du travail de l'étudiant à temps partiel ne peut être inférieure à 1/3 de la durée hebdomadaire des travailleurs salariés à temps plein. Cette mesure, malheureusement, enfin heureusement, ne s'applique pas pour les étudiants sous cotisation de solidarité qui échappent à cette règle, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler moins que 1/3 de la durée hebdomadaire. Au niveau des plus de 18 ans, donc pas vraiment de règles trop spécifiques, minimum 3 heures, maximum 9 heures, avec toujours des exceptions qui sont possibles.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, et on le verra, il n'y a pas d'exception au niveau des heures supplémentaires. Elles ne sont pas autorisées. C'est-à-dire que les étudiants ne sont autorisés à travailler pas plus de 8 heures par jour et 38 heures en moyenne par semaine. Les seules exceptions possibles, et maintenant vous connaissez à les connaître, ce sont les exceptions liées aux forces majeures. Donc, c'est-à-dire, c'est un accident imminent ou qui est déjà survenu, une nécessité imprévue ou un travail effectué rapidement sur une machine. Cette exception doit être impérativement déclarée à l'inspection des lois sociales dans les 3 jours. Ces heures supplémentaires nécessitent un sursalaire de 50% et un repos compensatoire. Alors, le repos compensatoire, il doit être égal au nombre d'heures supplémentaires. Et attention que ce repos compensatoire est comptabilisé comme la durée de travail. Donc, on doit prendre la durée hebdomadaire qui doit être diminuée du repos compensatoire pour ne pas excéder les fameux 38 heures de moyenne. De plus, le repos compensatoire doit être pris en une seule fois avant la fin de la semaine suivante, sauf s'il y a des dérogations. Pour les travailleurs qui sont âgés de plus de 18 ans, les règles sont à nouveau beaucoup plus souples. Alors, le cas de figure qui est le plus souvent utilisé, c'est par exemple pendant les inventaires. Il y a des dérogations qui sont nécessaires ou si on doit vraiment faire face à une circonstance imprévue. Mais dans tous les cas de figure, il doit y avoir un repos compensatoire et bien évidemment, il doit y avoir le paiement de ces heures supplémentaires. Abordons maintenant le travail de nuit. Donc, le travail de nuit, c'est comme pour le cas des travailleurs adultes, il y a une interdiction de principe à l'exécution d'un travail de nuit. Et ça s'applique aussi aux jeunes travailleurs. Donc, en clair, ils ne peuvent pas travailler entre 20 heures et 6 heures. Alors, bien évidemment, il y a des règles, il y a des exceptions aussi pour les jeunes travailleurs, qui sont âgés de plus de 16 ans. Ces limites horaires sont postposées à 22 et 6 heures ou 23 heures et 6 heures pour des formes d'organisation spécifiques, c'est-à-dire par exemple le travail en flux continu, le travail en équipe également. En tout état de cause, le travail de nuit est interdit entre minuit et 4 heures du matin pour les jeunes travailleurs, quel que soit leur âge. Ça, c'est clair, c'est pas de travail entre minuit et 4 heures du matin. Par contre, le travail de nuit est strictement interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans sans qu'il existe une possibilité quelconque de dérogation. Donc, ils ne peuvent travailler que jusque 20 heures. Alors, si maintenant on passe dans la catégorie des plus de 16 ans, il y a bien évidemment des dérogations de principe à l'interdiction du travail de nuit. Elles sont prévues, mais elles sont excessivement limitées. C'est-à-dire qu'ils peuvent, dans le cadre d'une société audiovisuelle, en tant qu'acteurs ou figurants, ils peuvent être occupés jusque 23 heures. Le deuxième cas de figure, pour autant que l'employeur informe par écrit l'inspection des lois sociales, ils peuvent être occupés dans les fameux 3 cas de force majeure que l'on a déjà parlé très longuement tout à l'heure. Et aussi, par un arrêté royal, on peut autoriser le travail de nuit dans certaines branches d'activité, donc comme par exemple l'ORECA, dans les entreprises de production de films ou par exemple dans les boulangeries. C'est dans donc certaines branches d'activité pour l'exécution de travaux bien déterminés. Mais dans la règle générale, le travail de nuit n'est pas autorisé pour les étudiants. Au niveau du travail du dimanche et des jours fériés, même chose. Par définition, les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler le dimanche ou un des 10 jours fériés légaux. C'est une obligation de ne pas travailler durant cette période. Bien évidemment, il y a à nouveau des cas spécifiques. Ils peuvent être occupés au cours de ces journées ou au cours de certaines d'entre elles, dans certains cas de figure. Il y a toujours les fameux cas de force majeure, à condition bien évidemment que l'employeur informe la Direction générale des contrôles des lois sociales dans les 3 jours. Il y a aussi certaines dérogations qui sont autorisées. Les dérogations, c'est soit de prêter leur collaboration à des manifestations de type artistique, éducatif, scientifique,
ou des défilés de mode, des présentations de collections de vêtements, des choses comme ça, ou participer à des manifestations sportives. Ça, ce sont véritablement 2 cas où une dérogation est autorisée. Alors, il y a un troisième cas de figure, c'est à condition que l'employeur informe, cette fois-ci dans les 5 jours, la Direction générale des contrôles, et les jeunes peuvent être occupés durant certaines périodes. Alors, les périodes, quelles sont-elles? J'ai repris les anciens intitulés de période, puisque maintenant on est passé aux vacances de printemps. C'est un petit peu confus, donc on va reprendre les anciens termes de vacances. Il y a tout d'abord les vacances de Noël, les vacances de Pâques, et au cours de la période qui est située entre le dimanche de la Pentecôte et le 30 septembre. Alors, dans certaines entreprises qui sont situées par exemple dans des stations balnéaires, climatiques, ainsi que dans des centres touristiques, eh bien on peut travailler dans des magasins de détail, dans des salons de coiffure, dans des entreprises de spectacles ou de jeux publics, dans des entreprises de location de livres, de chaises ou de moyens de locomotion. Donc par exemple, à la côte, les loueurs de transat, cela peut être des étudiants. Les loueurs de Quistax, c'est un moyen de locomotion, ça peut être utilisé comme dérogation pour travailler le dimanche et les jours fériés. Mais en aucun cas, il faut respecter cette règle, c'est que les étudiants ne pourront pas travailler plus d'1 dimanche sur 2, sauf autorisation préalable, bien évidemment, de l'inspection sociale. Et dans tous les cas de figure, il doit y avoir une compensation, c'est-à-dire un repos compensatoire. Alors, comme cette règle est assez compliquée, est assez spécifique, est assez détaillée, j'ai mis dans la présentation un lien hyperlink du SPF emploi qui détaille vraiment tous ces éléments avec des exemples. Donc je vous invite, si vous êtes confronté à ce type de cas, d'aller consulter le SPF emploi, où là, tout sera expliqué en détail. Au niveau des périodes de repos, les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler plus de 4h30 sans interruption. Donc, dès qu'ils dépassent les 4h30, ils ont obligatoirement droit à une demi-heure de repos. S'ils dépassent les 6 heures, ils ont droit à 1 heure de repos, avec une obligation de prendre en une seule fois une demi-heure. Donc, ils peuvent prendre, par exemple, 2 fois un quart d'heure, mais ils doivent au minimum prendre une demi-heure sans coupure, on va dire cela comme ça. Donc, 4h30, c'est une demi-heure de repos. 6 heures, c'est 1 heure de repos. Alors, il y a bien évidemment des dérogations qui peuvent être établies sur base des commissions paritaires. Je les ai notées dans la présentation, la CP 109, 111, 120, 133 et 136. Chose importante à tenir en compte, c'est que le temps de repos entre la cessation et la reprise de travail, c'est-à-dire entre 2 prestations journalières, doivent comporter au moins 12 heures consécutives. 12 heures consécutives entre 2 prestations journalières. Donc un exemple, un travailleur qui finit le travail, un jeune travailleur qui finit le travail à 19 heures ne pourra le jour suivant être au travail qu'au plus tôt 7 heures du matin. Le jeune travailleur doit bénéficier, en plus du repos dominical, d'un repos compensatoire, donc d'un repos supplémentaire, soit la veille ou le lendemain du repos dominical, pour qu'il y ait en fait une coupure de 48 heures. Donc ça aussi, c'est très, très important. Donc le temps de repos entre la session d'activité, donc entre 2 prestations journalières de 12 heures, et le jeune travailleur doit bénéficier, en plus du repos dominical, d'un jour supplémentaire pour avoir une interruption de 48 heures. Abordons maintenant le sujet du salaire. La rémunération de l'étudiant est en principe déterminée par ce que l'on appelle la CCT, la Convention collective de travail, qui a été adoptée par la commission paritaire, la CP, à laquelle ressort l'entreprise qui l'occupe. Alors, en clair, on doit donc se baser soit sur le salaire barémique. Toutefois, si aucun barème spécifique n'est prévu au sein de la commission paritaire, on doit se baser sur ce que l'on appelle le RMMG, le revenu mensuel minimum garanti, qui est proratisé en fonction de l'âge de l'étudiant. Voilà. Autre avantage,
et ça c'est un petit peu la règle, un petit peu sur, on fait un parallélisme avec les étudiants et le travail intérimaire, les étudiants ont les mêmes droits que les travailleurs fixes, c'est-à-dire que les étudiants peuvent aussi obtenir des frais de déplacement et des chèques repas, sauf s'il y a, s'ils sont exclus, pardon, du champ d'application. Abordons le thème de la sécurité et de la protection des jeunes au travail. En fait, les étudiants bénéficient de la même protection sur le lieu de travail que les autres employeurs. Cependant, il y a des mesures de protection supplémentaires qui sont prévues pour les mineurs. C'est-à-dire que l'employeur doit procéder à une analyse de risque auxquels les étudiants sont exposés dans le cadre du travail. L'analyse, elle doit avoir lieu quand? Elle doit avoir lieu avant la mise au travail des étudiants. Tout comme la fiche poste de travail doit être signée avant la mise au travail des étudiants. Cette analyse, elle doit être renouvelée ou modifiée au minimum une fois par an. Et l'employeur, il est tenu de prendre des mesures préventives nécessaires pour protéger tout étudiant contre un risque susceptible de nuire à sa santé physique, à sa santé mentale ou tout simplement à son développement. Sur base de cette analyse de risque, si un risque a été identifié, eh bien l'employeur doit appliquer des mesures appropriées à la situation de l'intérimaire. En quoi consistent ces mesures? Soit c'est une interdiction pour les étudiants d'exercer certaines formes de travail, soit des règles spécifiques en matière de surveillance médicale. Donc vraiment, très très important, encore plus pour les travailleurs traditionnels, ordinaires. Pour les étudiants, il doit y avoir une protection très très importante pour ce statut. Alors, certaines activités déterminées ne peuvent être confiées aux jeunes travailleurs. Alors, je vais passer très très vite pour les deux premières parce que c'est pour des activités dans les mines ou des travaux qui dépassent leurs forces et qui menacent leur santé ou leur comportement ou leur moralité. Alors, clairement, il est interdit aux étudiants d'exécuter des travaux dangereux ou insalubres. Ça, c'est complètement interdit. Alors, il y a d'autres interdictions. Il y a des interdictions notamment en cas d'exposition pour des agents toxiques, chimiques, biologiques, des rayonnements ionisants, des substances cancérigènes. Alors clairement, il est interdit aussi d'exposer les jeunes au froid ou aux chaleurs extrêmes ou aux bruits et vibrations extrêmes également, et également interdire l'occupation d'étudiants dans certains endroits, dans certains lieux de travail qui présentent un risque d'incendie et d'explosion grave. Bon, ça va du bon sens, bien évidemment. Donc, toujours tenir à l'œil, à l'esprit, les dispositions applicables par le règlement général sur la protection du travail. Alors, pour ce faire, pour avoir un petit peu plus de détails dans cette explication, j'ai mis également le lien hyperlink de prévention intérim, de la circulaire de prévention intérim, qui détaille véritablement toute la protection que vous devez faire attention pour les jeunes, pour mettre un jeune au travail. Alors, l'interdiction d'effectuer un travail considéré comme dangereux ne s'applique pas à toute une série de catégories d'étudiants, donc il y a des dérogations par rapport à ça. Si l'étudiant a plus de 18 ans, lorsque l'étudiant poursuit des études dans le cadre des activités qui sont interdites, lorsque l'employeur prend des mesures préventives nécessaires et s'assure que celles-ci soient suivies et efficaces, lorsque l'employeur veille à ce que les activités et la présence dans les lieux spécifiques ne puissent avoir lieu qu'en présence de quelqu'un d'expérimenté qui fait partie de l'entreprise, et lorsque l'employeur a demandé au service externe de protection et de prévention au travail ou du conseiller en prévention afin de permettre à l'étudiant de travailler à ce poste de travail. Donc là, les deux mentions sont importantes. On arrive bientôt à la fin de cette présentation.
En termes de protection des jeunes travailleurs, il y a aussi la notion d'équipement motorisé. C'est-à-dire qu'en généralité, les étudiants ne sont jamais autorisés à travailler avec des équipements motorisés. Donc, par exemple, ils ne peuvent pas utiliser un chariot élévateur, utilisé pour gerber une palette, par exemple, pour déplacer, pour décharger un camion. Bien sûr, il y a des exceptions. Les exceptions, quelles sont-elles? Si les étudiants sont âgés de moins de 16 ans, ils peuvent utiliser ce que l'on appelle un transpalette avec piéton, conducteur piéton, donc c'est-à-dire un transpalette normal dont vous voyez l'image juste à droite. Ils peuvent pousser ce transpalette, ça ne va pas très vite, c'est maximum 6 km/h et ça a une faible hauteur de levage. Pour les étudiants qui sont âgés de plus de 18 ans, eh bien là, ils peuvent utiliser un transpalette dit avec chauffeur à bord. C'est-à-dire, il y a une petite marche où ils peuvent se mettre pour véhiculer ce transpalette, maximum 16 km/h. Et là aussi, il y a des faibles hauteurs de levage. Donc, vraiment, deux distinctions pour, à partir de 16 ans, on peut utiliser un transpalette avec conducteur piéton. À partir de 18 ans, on peut utiliser un transpalette avec chauffeur à bord. Alors bien évidemment, il faut respecter certaines conditions. Il doit y avoir des formations adéquates par rapport à ça. On doit demander conseil aux conseillers en prévention. On doit avoir des mesures de prévention pour éviter les risques d'accident. Et dans tous les cas de figure, ça doit être en présence d'un membre de l'entreprise qui est expérimenté et qui peut venir en aide ou en écolage en tout cas à cet étudiant. Alors au niveau de la surveillance de santé et du questionnaire médical, eh bien en fait il y a une évaluation préalable de la santé qui est obligatoire pour tous les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment de commencer l'emploi, les jeunes qui travaillent durant la nuit, et les jeunes qui, en application de toutes les dérogations à l'interdiction des travaux dangereux, sont quand même exposés à des agents ou des procédés ou travaillent dans des lieux où il existe un vrai risque pour la santé. Pour les étudiants salariés de moins de 16 ans, un questionnaire médical peut être également utilisé dans la pratique, sous réserve d'un accord avec le CEPPT, donc le service externe de prévention et de protection du travail, qui est responsable donc de cette évaluation de santé. Voilà. Ainsi se termine la première partie de ce webinaire. Alors, je me doute, il y a eu beaucoup d'informations. C'est pas évident parce que c'est une formation qui est excessivement théorique. Il existe beaucoup de généralités, mais aussi beaucoup d'exceptions et de cas bien spécifiques. Donc, je propose maintenant que je vais couper mon micro. Je vais demander à Arne de libérer les micros pour vous. Donc, vous avez la possibilité soit de poser vos questions via le chat, sans aucun problème, soit de prendre la parole. Ma collègue Lente Lerbots, qui est juriste chez ADECO, répondra à cette question. Ou si vous le désirez, poser une question beaucoup plus pointue, beaucoup plus spécifique, vous pouvez adresser cette question à votre agence ADECO et le département juridique se fera un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Voilà, je cède la parole maintenant à Lentel et Arne pour les questions de nos clients.